ici à Crans, donc il y a en viticulture, il y a à peu près 200 hectares de vignes, 200-250 hectares de vignes, dont il y a 4 domaines, donc le domaine des Aspras, qui est le mien, il y a le domaine de Miraval, il y a le château de Miraval, de Brad Pitt et Angelina, il y a le château de Réal Martin et le domaine de la Grande Palière. Et puis il y a la coopérative qui regroupe une vingtaine de vignerons professionnels, plus quelques-uns polyactifs. Qu'est-ce qu'on appelle polyactifs? Polyactifs, c'est-à-dire qu'ils sont agriculteurs et qui font un autre métier sur le côté. Et qui fait à peu près 10 000 hectolitres de vin par an. Et elle vend l'essentiel de ses productions dans des différents magasins qu'elle a elle-même, au Val, à Correns, à Ops. Et elle met en bouteille où elle exporte aux États-Unis, comme nous tous d'ailleurs. Aujourd'hui, on exporte pas mal de vin aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves. Bon, l'exportation a pris une importance importante. Donc, si vous voulez, vous avez la viticulture, et puis après, vous avez à côté des maraîchers bio. Vous avez également des plantes aromatiques et médicinales bio, notamment avec des roses de mai, de la lavande, etc. Vous avez un céréalier bio. Vous avez également une jeune productrice de poulet et d'œufs. Vous avez 2 apiculteurs en bio. Et vous avez également, on a installé dans les forêts communales un chevrier qui produit du fromage de chèvre bio et qui en même temps entretient les forêts communales. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, vous avez l'énergie solaire. Alors, en plus de ça, lorsque l'agriculture s'est développée comme ça, en 2008-2007, j'ai eu une enquête des étudiants de l'agro de Montpellier qui sont venus me demander, qui sont venus enquêter auprès des agriculteurs pour savoir pourquoi ça fonctionnait. Ils étaient d'ailleurs patronnés par un prof qui est un prof de l'agro qui est corançois et qui habite la moitié de son temps ici et la moitié de son temps à Québec, qui est prof à l'université de Laval, Gérard Guercy. Donc nos relations avec le Canada sont importantes. Et ces étudiants nous ont montré et nous ont expliqué pourquoi l'agriculture bio fonctionnait bien ici. Et puis ils nous ont demandé l'autorisation de pouvoir aller travailler avec la population pour comprendre l'intérêt de la population par rapport à ces 20 ou 30 paysans qui étaient passés en bio. Et à la grande surprise un peu de tout le monde, on s'est rendu compte que la population était très intéressée et avait envie de s'impliquer. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce qu'on appelle un agenda 21, qui est une démocratie participative où il y a à peu près 200 Corançois qui ont travaillé pendant plusieurs mois pour poser un diagnostic et essayer de proposer un certain nombre d'actions en termes de développement durable pour l'avenir de la commune. Alors bon, ça va du jardin partagé jusqu'à une AMAP bio, jusqu'à un travail pour faire des économies d'énergie chez les particuliers, etc. Donc ça a été un travail qui a été fait après. En parallèle, la commune, elle a passé sa cantine en bio. Après avoir construit la cantine et le centre multigénérationnel en éco-construction, ça veut dire que ce sont tout l'isolation à base de chanvre, il y a du solaire, les briques sont monomures, le chauffage est du chauffage à base de plaquettes de bois pour cette énergie renouvelable avec un réseau avec l'école. Et là-dedans, on a installé une cantine qui est une cantine qui fait à peu près entre 80 et 100 repas par jour, qui est à 80% bio. On n'est pas 100% bio parce qu'on a un problème d'approvisionnement de viande bio, parce que ce n'est pas un pays à viande ici. Mais on fait gaffe de diminuer les doses de viande et d'améliorer la qualité de la viande qu'on sert. Et cette cantine, aujourd'hui, on a fait un gros travail de pédagogie, ça veut dire qu'au début de chacun des repas, on a une animatrice qui, en relation avec le chef-coq, explique ce que les enfants vont manger, le travail qui a été fait derrière chaque aliment, pour que les enfants prennent conscience de ce qu'ils mangent et comprennent un peu d'où ça vient, quelles sont les conséquences de leur acte de nourriture. Parce que pour moi, l'avenir du monde se joue beaucoup dans les assiettes et la manière dont on va apprendre aux enfants à manger. Et donc aussi à ne pas gaspiller. Donc chaque jour, les enfants pèsent ce qu'ils jettent
Et on est passé en quelque temps de 25 à 30% de choses qu'on rejetait. Ce qui est la norme dans les cantines. Ce qui est la norme française des cantines européennes d'ailleurs. On jette beaucoup et on est à moins de 5% parce que les enfants, quand ils prennent un morceau de pain, ils doivent le manger, et donc ils se servent juste ce qu'ils ont besoin. Et on fait très gaffe là-dessus. Les enfants sont très fiers de ce travail-là. En plus, la nourriture, les recettes sont quand même très bien travaillées. C'est les recettes. Qui obligent les mamans à faire. Tout à fait. Et on a donc, comme je disais, on a un résultat. Les parents d'élèves m'expliquent que maintenant ils sont obligés de cuisiner le soir parce que les enfants réclament la qualité de la nourriture. Donc c'est un côté amusant des choses. Mais si vous voulez, tout ça nécessite beaucoup de pédagogie. Et on a mené avec ça un gros travail de culture, parce que je pense qu'il faut ouvrir le cerveau des gens. Et depuis à peu près l'époque où on a commencé le bio, on a commencé ici à Correns ce qu'on appelle le chantier, qui est un centre international des nouvelles musiques traditionnelles. Et l'idée, c'est de mélanger les outils, les instruments de musique traditionnelle, les traditions, pour créer de la nouvelle musique. Donc on a une douzaine de résidences d'artistes de l'Europe et même d'un peu plus loin qui viennent durant l'hiver ici pendant une semaine. À la fin de leur résidence, ils présentent à la population le travail qui a été fait. Il y a toujours une centaine de personnes qui viennent, donc tout l'hiver il y a de l'animation. Et au week-end de Pentecôte, il y a ce qu'on appelle les joutes musicales où ils présentent leur travail, leur spectacle, plus faire venir d'autres gens, donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc voilà à peu près la culture. Alors il y a une autre chose importante que je voulais vous dire, c'est que les vignerons de Correns, moi j'ai la particularité d'être, je suis né à la limite du Congo et du Rwanda. Et là où il y a la guerre à Goma, les enfants soldats, etc. Et j'y suis retourné il y a une douzaine d'années. Et j'ai créé avec une vingtaine de Congolais une association qui s'appelle Village Durable. Et cette association a pour but de former les enfants soldats, les filles mères et les femmes violées de là-bas, parce que c'est une pratique malheureusement dramatiquement répandue. Et on a acheté avec cette association Village Durable 7-8 hectares sur lequel on a construit d'une manière très simple un centre de formation à l'agriculture écologique avec petit élevage, culture écologique de café, etc. Donc on forme chaque année entre 30 et 40 jeunes, soit des enfants soldats, soit des filles mères, soit des femmes violées, et qui vont s'installer après dans leur village, sur une presqu'île qui a à peu près 100 000 habitants. Et aujourd'hui, on travaille avec Malongo, qui est une firme française de café équitable et bio, et avec des financiers belges, et je suis en train de travailler, et je retourne régulièrement là-bas au Congo, pour monter une coopérative de café, parce que le café du Kivu est très qualitatif. Donc, et c'est financé tout ça, alors pas la coopérative parce qu'elle est financée par des financiers belges et par Malongo, mais l'école de formation est financée essentiellement par les vignerons de Correns, parce que chaque année, on fait une vente aux enchères des barriques de vin blanc, parce que Correns est connu pour ce vin blanc. On fait une vente aux enchères, et avec le bénéfice de cette vente-là, on finance l'école depuis une dizaine d'années. Donc tout ça, l'idée pour moi importante, c'est on a ici la chance d'être dans un petit paradis de bonheur. Il y a ailleurs sur la planète des gens qui sont dans la souffrance, parce que le Congo et le Kivu sont dans la souffrance, et on fait un pont avec eux, et quelquefois il y a des Congolais qui viennent ici, moi je vais assez souvent pour vérifier que les choses se passent bien et que l'argent n'est pas gaspillé, mais c'est des petites sommes, on distribue entre 20 et on distribue l'association Village Durable, qui est composée de 20 Congolais et de moi, et c'est eux qui gèrent ce truc-là, donc c'est quelque chose de à toute petite échelle, mais comme on dit chez vous, small is beautiful. Et puis on a vraiment l'impression d'être utile, parce que moi j'ai un précepte dans ma vie qui vient de l'Ancien Testament qui dit « Qui sauve un homme sauve l'humanité ». Et on a vraiment l'impression de faire œuvre utile en faisant ce genre de choses.
Alors, c'est vous qui avez, dans le fond, déraciné, on pourrait dire, une Québécoise jusqu'à Corrance. C'est quand même, ça a été difficile. Oh non, je crois que ça a été vraiment très, très facile. Claire nous a suivis un peu partout à travers le monde, mais c'est vrai que elle a été adoptée complètement par les gens du village et je pense que quelque part elle est devenue au moins 50% corrançoise. Ok. Donc Claire, vous êtes québécoise pure et dure quand même. Qu'est-ce que vous êtes venue faire à Corrance? Corrance, c'est le village de la famille de mon mari. Sa mère, sa grand-mère et ses arrière-grands-parents vivaient ici. Et ben voilà, c'est ce que mon mari appelle le retour des éléphants au village. Et je l'ai accompagné. Je connaissais Corrance quand même depuis plusieurs années parce qu'on venait avec les enfants en vacances, pas tous les ans, mais presque. Et voilà, je me suis adaptée. Et j'aime beaucoup le village, j'aime la vie du village. Et c'est un peu fou parce que je suis une Montréalaise et je suis bien les deux pieds dans le béton. Et puis, je suis ici dans un petit village de Provence. Puis au Québec, je suis aussi dans un village. Je suis aussi à la campagne. C'est que vous vous partagez entre le Québec et Corrance, quoi. Oui, on se partage entre Québec et Corrance. On a, je pense, le meilleur des deux mondes. On passe à peu près 6 mois là-bas et 6 mois ici. Pas tout à fait 6 mois là-bas parce qu'il faut être au moins 6 mois et un jour. Et parce qu'on est résident à l'étranger. Et 6 mois ici. Et on est très heureux d'avoir nos deux points de chute. Et la culture est différente aussi. Je dis toujours, on partage la même langue, pas toujours le même accent, mais au moins la même langue. Mais on s'attend à retrouver des choses familières qui sont très différentes. Qu'est-ce que je vous dirais? Donc, le vin? Ah ben oui, des choses agréables comme le vin. Bon, le fromage. Le fromage, maintenant, on a pas mal de fromages québécois qui sont très bons. Mais oui, le vin, la nourriture, moi je me rappelle, je ne savais pas ce que c'était qu'une ratatouille avant que je vienne ici. Ben, c'était à l'époque, ça fait très longtemps. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'une ratatouille. Et, même après le dessin animé, non? Non. Et puis, bon, j'ai travaillé en formation à distance au Québec, à la Téléuniversité. Et puis ici, je me retrouve à la retraite et j'ai besoin de faire des choses qui me stimulent aussi un peu intellectuellement. Donc, je travaille avec une amie dans une petite maison d'édition. Ah oui, vous avez fait un fameux livre, là, un livre sur la... On en a fait quelques-uns. On en a fait quelques-uns, mais dont un livre de recettes, des recettes du village, des vieilles dames du village. Comment on dit? Corrance. Corrançois. Donc, patrimoine culinaire corrançois. Oui. Comment vous avez fait ce livre? Vous avez été faire des recherches dans les familles? En fait, ce sont trois femmes du village qui ont eu envie de récolter de façon informelle des recettes des vieilles dames en disant ces recettes vont se perdre parce que les jeunes ne les utilisent plus. Et puis, petit à petit, elles se sont rendues compte que c'était pas si évident que ça de faire un livre. Elles n'étaient pas toutes d'accord sur la façon dont il fallait procéder, ce qu'on mettait, ce qu'on mettait pas. Et du coup, ils ont fait appel à la maison d'édition pour leur donner un coup de main, pour essayer d'articuler un petit peu tout ça. On a continué les interviews dans le village. On a tout mis en forme. On a décidé de la structuration du bouquin. Gérard a fait toutes les photos. Oui, c'est une belle histoire en fait. C'est une belle histoire parce que cette histoire est née d'une démarche du village, des gens du village, dans le cadre de ce qu'on appelle un agenda 21, c'est-à-dire un exercice de réflexion collective, de démocratie participative sur ce qu'était ce village, quels étaient ses potentiels, les problèmes qu'il rencontrait, etc. Et qu'est-ce que les gens du village pouvaient faire comme stratégie de développement. Et bon, il y a eu beaucoup de résultats de ces réflexions sur la gestion des déchets, sur la rationalisation de l'énergie et de la lumière au village, et des jardins collectifs, bien d'autres choses, et notamment ce bouquin qui voulait en quelque sorte témoigner
des recettes, mais aussi des gens qui les pratiquaient, les contextes dans lesquels elles se produisaient, etc. Et c'était une super aventure parce que on a aussi fait ces recettes, on les a consommées ensemble, au cabanon, etc. Et c'était vraiment une très très belle aventure qui est traduite dans ce bouquin. Je vous remercie.